Si vous êtes là, c'est parce que vous avez lu le titre de la miniature de cette vidéo, et donc, vous savez ce que je pense. Mesdames et messieurs, je suis Azray et je suis très heureux de vous retrouver pour l'analyse de l'ultime épisode, épisode 12, de la saison 1 de Solo Leveling, série distribuée par Crunchyroll, cette fois-ci à 17h30 ce samedi au lieu des 18h30 habituels, une fois n'est pas coutume. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez suivre avec moi le contenu Solo Leveling. L'objectif des 1000 abonnés se fait de plus en plus proche chaque jour et ça c'est grâce à vous. Vous avez explosé l'objectif des 40 likes la dernière fois et je vous remercie pour l'accueil ultra chaleureux de ma review de l'épisode 11. Donc cette fois-ci, on va viser les 50 likes. Je compte sur toi. Alors, je commence d'abord par la note que je donne à cet épisode. Et évidemment, on va partir sur un 10 sur 10. Parce que là, il y avait tout. On avait de la tension. Visuellement, c'était magnifique. Je ne sais pas si vous avez vu ce que j'ai vu. On a presque eu même à certains moments, j'étais pas loin de penser qu'on avait eu du Sakuga à certains moments, des espèces de déchirements, des étirements, comme on a pu voir dans Frieren il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, il me semble que l'animateur de l'épisode 26 de Frieren a animé l'épisode 12 de Solo Leveling. C'est pour ça que j'ai pu remarquer 2-3 petits trucs qui se ressemblaient. L'OST, toujours incroyable dans cet épisode, même si c'est quand même déjà la 3e ou 4e fois qu'on entend Darkaria. Mais bon, elle est tellement cool que franchement, ça passe. Franchement, j'avais les frissons du début à la fin. J'ai pas peur de vous dire que, pour moi, cet épisode se classe très facilement dans le top 3 et peut-être même le meilleur épisode de la saison. Alors oui, vous allez me dire, attends Azray, calme-toi, reste tranquille. Le premier épisode, le deuxième épisode. Bon, déjà, moi, je pense que ça devait être un double épisode. Le fameux double donjon, temple de Carthénon, ce qui nous a lancé dans Solo Leveling. Oui, ben, c'était exceptionnel. La tension, le sang, les morts de partout, c'était incroyable. Donc, clairement, ce double donjon, ce double épisode, je le classe dans mon top 3. Mais n'oubliez pas qu'on a aussi l'épisode 6 avec la tuerie face au groupe de Wang Dong-suk, l'épisode 6 qui était totalement lunaire, hein. Franchement je l'ai trop aimé cet épisode. Puis on a eu l'épisode 9, le fight contre Kang Tae-chik, et puis on a eu le légendaire épisode 11 avec le combat contre Igris. C'est difficile de se dire que cet épisode 12 est pour moi le meilleur épisode. Bien entendu, vous pouvez débattre, hein, et je vous invite à débattre dans les commentaires, mais il y a une raison pour laquelle cet épisode je le passe au-dessus de tout le monde. C'est parce qu'il est la fin de cette première saison de Solo Leveling, mais il est aussi le début de Solo Leveling. Ce qui se passe dans l'épisode 12 va donner naissance à la légende en fait de Solo Leveling et la légende de Sung Jin-woo. Par ailleurs, oui, je ne me suis pas trompé. Ce n'est pas le cours 1 qui vient de se terminer avec cet épisode 12, mais c'est bien la saison 1. Crunchyroll a annoncé officiellement une saison 2 avec un teaser de 30 secondes dont je vous mettrai le lien en description. Ce que nous avions alors compris comme étant une saison de 25 épisodes en 2 cours devient donc une saison 1 et une saison 2. La saison 2 faisant sûrement 13 épisodes et arrivera peut-être l'hiver prochain, on ne sait pas vraiment encore. D'ailleurs, le teaser dévoile le prochain chara design de Sung, et c'est bon. Toutes mes craintes citées la semaine dernière sont dissipées. On va vivre l'histoire. Ça va être une dinguerie. D'ailleurs, je pense que je vous mettrai même le design de Sung à la toute fin de cette vidéo. Bon, ce sera dans les dernières secondes. Hein. Si vous voulez esquiver, vous quitterez avant les dernières secondes. Sinon, regardez bien, restez bien jusqu'à la fin si vous voulez savoir à quoi va ressembler Sung à la fin de cette année. Hein. Je pense que la saison 2 sortira cet hiver. Bon, ça doit bien faire 5 minutes qu'on parle et j'ai pas encore attaqué l'analyse. Je suis vraiment désolé, mais de toute façon, je ne sais pas faire de vidéo courte. Restez bien donc jusqu'à la fin de cette vidéo. On attaque l'analyse. Prenez de quoi manger, prenez de quoi boire, installez-vous bien et c'est parti. On va donc démarrer cette fois avec le petit point qui fâche. Alors ça reste très léger, mais j'avais besoin de vous en parler. J'ai revu ce passage plusieurs fois et finalement je pense qu'il y a 2 lectures possibles. Vous me direz quelle est la lecture qui vous paraît la plus pertinente. À première vue, on peut penser qu'on est face
à un énorme plot armor pour Sung Jin-woo, qui va tomber de justesse dans la penalty zone, la zone de pénalité, car les 24 heures de sa quête quotidienne ont été dépassées. Vous l'avez bien vu dans l'épisode, Sung était en train de se faire massacrer et au dernier moment, au moment où il allait se faire tuer, comme par hasard, hop, allez, petite entourloupe, il arrive dans la penalty zone. Ça tombe bien, Sung dit que la chance est un talent, puis ça serait peut-être une manière détournée de l'auteur, finalement, de justifier ce plot armor. Mais finalement, quand on regarde un petit peu, la scène qui est très étrange et déroutante juste avant qu'il arrive dans la penalty zone, avec cette espèce de mini Jinwoo d'il y a quelques mois qui est totalement terrifiant. Moi, il m'a fait flipper. On retrouve Kim, on retrouve Song, on retrouve Jinwoo, enfin bref. C'est l'espèce de discours intérieur que se fait Sung, et il se dit bah, t'es une grosse merde, quoi, t'es une grosse merde, allez, réveille-toi, t'es nul. Donc fais quelque chose, et c'est à travers cette tronche absolument flippante qu'on le voit. Est-ce qu'on ne serait pas en train de se dire des paroles un petit peu plus importantes qu'on ne le pense? Parce qu'à ce moment-là, Jinwoo lui dit ah, t'as du bol, le système t'aime bien. Enfin, quelque chose comme ça. Ah, il a fallu que le système te sauve à ce moment-là. Le système n'aurait-il pas impacté finalement sa quête journalière pour qu'elle se termine au moment fatidique? Le système n'est-il pas justement apparu au moment fatidique pour Jinwoo dans le double donjon? Sachant que la quête de changement de classe est un donjon du système, le temps n'a-t-il pas été perturbé finalement pour que la quête quotidienne soit une porte de sortie en cas de danger? J'aime beaucoup cette hypothèse, et elle permet de justifier à elle seule, de manière plus raffinée, pourquoi Sung Jin-woo survit, plutôt que de simplement ressortir un peu de l'univers de l'anime et de se dire « Ah, plot armor ». Je l'avais dit hein, contre Igris à l'épisode précédent, mais cette fois-ci, je trouve que ça a l'air d'être un petit peu plus fin. Et on tombe donc sur une acquisition très intéressante, puisque Sung obtient la tueuse de chevalier. C'est sa deuxième dague iconique, plus 25% de dégâts contre les armures, c'est complètement pété, mais dans Solo Leveling, tout ce qui est pété, on aime. La rune d'Igris est enfin brisée et Sung obtient le toucher du maître. On a revu Igris quelques secondes quand il avait récupéré son épée, donc il avait utilisé le toucher du maître pour ça. Et puis ça me rappelle à quel point le fight de l'épisode 11 était vraiment génial. Est-ce qu'on reverra une pareille menace par la suite? Je l'espère énormément. Alors cette image-là, je la trouve insane. C'était un petit peu la partie sakugesque ce dont je vous avais parlé juste avant. L'espèce de déchirement entre les mains, le visage qui s'écarte. Enfin, l'animation là, elle est plutôt de ce côté-là. Enfin, je sais pas trop comment dans quel sens vous le voir. Bref, l'animation elle est légendaire. Je trouve ça très bien réussi de la part de A1 Pictures. Franchement, messieurs ou mesdames, bravo, félicitations. Le fight donc contre les mages invocateurs est vraiment cool. Comme j'ai dit, visuellement, c'est du poulet. Et puis, Jinwoo réfléchit toujours d'une manière très juste et très raffinée pour vaincre ses adversaires. Concernant la compétence touchée du maître, elle se nomme en anglais Ruler's Hand. Alors perso, je l'avais traduite comme étant la main du dirigeant. Hand, c'est la main. Ruler, bah pour moi, ruler, c'est plutôt dirigeant que maître. Toucher du maître, j'ai du mal en fait avec cette traduction, mais pourquoi pas, hein, c'est la trad officielle, gardons-la. Cette compétence, elle est complètement overpétée, comme les autres, surtout qu'elle ne coûte pas de mana, sachant que sa compétence de disparition, sondage, tout lui coûte de la mana. Celle-là, ça va lui faire énormément de bien. C'est de la télékinésie. Jinwoo est de plus en plus craqué. On aime énormément. Et j'en viens à cette image que j'aime beaucoup parce que c'est tout simplement la couverture du tome 4. 3, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai pensé au tome 4, mais c'est la couverture du tome 3. Alors je vous la mets là. Hop. La légendaire couverture du tome. On revient un peu sur l'image. On l'a là, c'est une scène absolument iconique. Alors je vous avais dit couverture du tome 3, mais en fait ce combat se passe dans le tome 4 du manhwa, c'est pour ça que j'ai sorti le tome 4, hein, c'est pas sorti de nulle part. C'est très cool de voir Sung combattre en double lame avec le croc de Kasaka en main gauche et la tueuse de chevalier en main droite, il fait absolument un carnage. Et puis vient le changement de classe, l'instant que moi... j'attendais depuis le début de cette série, ça fait 12 épisodes que je n'attends que ce moment, celui qui changera l'œuvre à tout jamais, le mot
Okiro. Ou en anglais encore, arise, lève-toi. C'est un mot iconique. Vous savez, dans Bleach, on a Bankai. Dans Jujutsu Kaisen, on a Ryoki Tenkai. Dans Dragon Ball, on a le Kamehameha. Vous voyez? Dans Solo Leveling, c'est Okiro. Lève-toi, ça y est, les mots sont dits. Ce sont mes poils qui se sont levés avec cette formule. Les poils des bras, bien sûr. Elle est courte, mais elle est tellement intense. Et là-dessus, je pense qu'on a une grosse influence de Bleach. Hein, puisque le fameux Bankai, comme je vous ai dit, c'est un mot, ça t'envoie des dingueries. Et là, c'est un mot, ça t'envoie des dingueries. C'est juste génial. Sung Jin-woo est donc un nécromant. Et il est même le monarque des ombres. Hein. Le mec, il est passé de nécromant à boost, monarque des ombres. Classe secrète, d'une classe secrète. C'est complètement pété, mais bon, ça y est, on a compris sur le leveling, c'est complètement pété à chaque fois. Sung peut donc réveiller les ombres des combattants qu'il a vaincus et en faire une armée. Alors je préfère l'imaginer comme ça et le penser comme ça, je trouve ça encore plus raffiné et plus stylé. Ça sera son armée des ombres, hein, The Army of Shadow, et pas des Maccabées comme la trad de Crunchyroll le dit. Là pour le coup la trad elle est éclatée, mais c'est pas la première fois finalement. L'extraction peut foirer, il n'a que 3 essais par ombre, et vous avez remarqué qu'il va renvoyer 11 ombres à un moment donné. Si vous n'avez pas compris pourquoi, c'est pas dit dans l'animé, c'est dit dans le manhwa, c'est parce que à l'instant T, il ne peut prendre que 30 ombres au maximum. Il a la compétence extraction des ombres, il a la compétence sauvegarde des ombres. Alors la sauvegarde des ombres, on l'a vu, mais c'est passé très vite. Hein. Je trouve que l'explication des skills de Jinwoo dans l'animé passe très vite, il faut faire pause, il faut attendre. Je vous conseille la lecture, hein. Au moins la lecture, vous relisez 10-15 fois, c'est bon, vous avez capté. Donc Sung ne peut avoir que 30 ombres au final, il décide d'en relâcher 11 parce que il veut Ygritte. Il veut le big boss, il veut le patron et l'extraction d'Ygritte. Oh, les frissons, elle est incroyable. La tension, le discours de Sung qui est percutant quand il tend la main et qui lui dit « Qu'est-ce que tu fais à encore te battre pour un trône vide? Tu attends ton maître, mais il n'est pas là. » Rejoins ton nouveau maître. Et toi, t'es là, tu fais oui, vas-y, rejoins-le. Ça va être absolument incroyable. La menace, elle change de camp, là. Clairement. On a vu à quel point Ygritte était violent, dangereux, les combos qui sont sortis du turfu. Ça va donner quoi maintenant qu'il est sous les ordres de Sung Jin-woo? Franchement, avec Ygritte, à quel moment Sung pourrait perdre contre un rang A? Là, ça y est, là, il va pouvoir se taper contre du rang S. Pour moi, un rang A, il va le fumer. Tu envoies Ygritte, tu bois un café, Ygritte, il le dézingue et c'est terminé, quoi. C'était vraiment un passage absolument génial. Ce sont toutes ces dernières minutes, hein, finalement, toute la partie du combat de la quête de changement de classe. C'est ça pour moi qui m'a dit 10 sur 10, 10 sur 10, 10 sur 10. Je peux pas mettre en dessous à cet épisode à cause de ça. C'était vraiment très au-dessus. Et par ailleurs, même le discours de Go Gun-hee, en fond, hein, à ce moment-là, il est percutant. Il annonce la venue d'êtres qui pourront peut-être prendre sa suite. Lui qui est devenu vieux au point de ne pas pouvoir aller faire le 4e raid de Jeju. Et alors, le deuxième point qui fâche un petit peu, hein, on en vient à Jeju. Et je sais pas vraiment ce que souhaite faire A1 Pictures avec cet arc. J'ai du mal à saisir la pertinence des scènes. Et je m'explique. Alors, ne vous inquiétez pas, je ferai 0 spoil du manhwa. Je compte simplement comparer ce que l'on sait à l'instant T au niveau des chapitres et au niveau de l'animé. Donc je ne dirai pas plus de ce qui se passe après. Dans le manhwa, Jeju est considéré comme une île dangereuse. On sait que les fourmis sont terrifiantes. Le dernier raid là-bas a été un fiasco avec de nombreux morts. Et jusque-là, l'anime ne fait aucune différence. On l'a vu dans l'épisode 1. Seulement voilà. Dans l'animé, Choi a des PTSD, hein, c'est-à-dire des espèces de chocs post-traumatiques, et il veut faire un 4e raid d'éclaireur pour voir ce qu'il en est. Il tombe donc sur un cadavre d'une fourmi, comme vous le voyez ici, à la fin. Ça, c'est la scène post-générique. Et il décrète l'évolution des fourmis, mais sans vraiment qu'on comprenne pourquoi. Alors là, franchement, vous regardez ça, vous faites pas ok, mais elle est où l'évolution? Il faut en fait revenir à l'épisode 1 pour voir que les fourmis n'étaient pas humanoïdes et que celles-ci semblent être humanoïdes. Or, dans le manhwa, sur la côte coréenne, c'est là que les histoires commencent, car on trouve une fourmi de Jeju en dehors de Jeju. Donc quand on lit les scans, quand on lit le livre, là on se dit « Oh,
il y a une fourmi, mais elle est pas sur l'île, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette dinguerie? Et les chasseurs comprennent alors qu'elles ont évolué au point de pouvoir quitter leur île. Et ils doivent donc d'urgence préparer un raid afin d'en finir avec ce problème. Et je trouve ça bien plus terrifiant de me dire que l'horreur de Jeju puisse se retrouver sur le continent, plutôt que de simplement faire tomber, comment dire, au hasard sur une fourmi, les rangs S qui débarquent lors d'une exploration. Alors forcément, c'est un détail. Mais c'est un détail qui cherche ici dans l'anime à mettre en valeur les rangs S, qui ne sont pas aussi présents à ce stade du manhwa. Je trouve ça dommage, on a perdu un petit peu cette frayeur qu'on a. En fait, Jeju, c'est un arc qui arrivera, vous verrez quand il arrivera. Mais en fait, c'est un arc dans le manhwa qui est terrifiant. Et là, on sent quand même dans l'anime, on sent quand même la tension qu'on a autour de Jeju, mais on l'a pas eu de la bonne manière. Je pense que le manhwa l'avait bien mieux montré. Le fait, hein, je répète, hein, mais le fait de trouver une fourmi en dehors de l'île, tu te dis, mais attends, elle nage, elle vole, et quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Normalement, elle sort pas de l'île, les fourmis, donc c'était confiné, c'était une menace terrible, une menace confinée. Là, c'est plus le cas. Alors que dans l'anime, on voit pas que c'est une menace confinée, bref. Ça m'embête un petit peu. Je pense avoir fait tout le tour. Bon, on a parlé un petit quart d'heure, comme d'habitude. Dites-moi ce que vous en pensez de cet épisode 12, qui est, je le rappelle, l'épisode final de cette première saison. Si je devais donner la note totale de la saison, franchement, je lui mettrais un bon 9 sur 10. Peut-être même 9,5 parce que j'aime énormément Solo Leveling. Il y a eu 2-3 petits trucs qui m'ont déplu, certes. Ce qui m'avait déplu le plus, c'était le chara design de Sung. Et là, cette fois-ci, ça va. Le chara design est plutôt propre. Et donc, comme cette review arrive à son terme, je vous avais dit au début de la vidéo de rester jusqu'à maintenant pour pouvoir voir le chara design de Sung Jin-woo dans la prochaine saison. C'est juste une image, pas d'inquiétude. Si vous ne voulez pas voir, je vous souhaite une excellente fin de journée, fin de soirée, fin de nuit comme vous le souhaitez. Si vous voulez regarder, là voilà le chara design de Sung Jin-woo dans la Season 2 confirmed. Il est incroyable. Là, il est comme dans le manhwa là. Hein. J'espère qu'en termes d'animation, ça va être aussi insane. Mais moi, c'est ça que je veux. Voilà, c'est lui, c'est lui. Sung Jin-woo, les mecs, monarque des ombres. Il a Ygritte, il a le flow avec son petit menton. On a l'impression qu'il va y avoir de la neige bientôt. Juste génialissime. On revient donc sur la petite caméra. Je vous souhaite une excellente fin de journée, fin de soirée pour ceux qui sont arrivés jusqu'à cette phase. N'oubliez pas le pouce vers le haut, l'abonnement si ça n'est pas déjà fait et envoyez cette vidéo à vos amis, les amis. Je ne sais pas vraiment ce qu'on va faire maintenant par la suite puisque la saison 1 est terminée pour Solo Leveling. N'oubliez pas, on a quand même toutes les vidéos sur le jeu. On joue actuellement sur Twitch et sur YouTube sur Solo Leveling Arise. Rejoignez-moi, on se fait des sessions de dingue. C'est un jeu free-to-play qui est disponible en Early Access pour le moment au Canada et en Thaïlande. Mais vous avez une petite vidéo qui vous permet d'y jouer en France. Elle est sur la chaîne en utilisant un petit VPN gratuit. Vous allez voir, c'est très facile d'y jouer. La sortie officielle est au mois de mai du jeu. En tout cas sur serveur européen et français. On va attendre peut-être d'autres animés pour lesquels je ferai des analyses, on verra. Évidemment la saison 2 de Solo Leveling, je serai là, je serai présent. Ici c'est Solo Leveling, vous avez compris, c'était Azré, portez-vous bien. Ciao ciao ciao.